Êtes-vous prêt pour l'impact? C'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. C'est le grand entretien, 26 minutes avec Laurent Berger. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur de l'Institut mutualiste pour l'environnement et la solidarité du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, institut créé au printemps 2024. On va revenir à l'origine. C'est quoi l'ambition, la mission de cet institut? La mission de cet institut mutualiste pour l'environnement et la solidarité, c'est de mettre en place la politique qu'on appelle ESG du groupe, c'est-à-dire sur les questions environnementales, sur les questions de société et sur les questions de gouvernance. Et donc, c'est d'aider le groupe, tous les métiers du groupe, à pivoter en partie pour prendre en compte cette réalité nouvelle, qui n'est pas totalement nouvelle, mais qui a de plus en plus d'importance, qui est la question du réchauffement climatique, la question des enjeux des inégalités, parce qu'un rôle d'une banque assurance mutualiste, comme nous sommes à Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c'est d'accompagner ces transformations dont le monde a besoin. 18 mois d'existence, quel bilan, quel premier bilan vous en faites? D'abord, je fais un bilan. J'étais venu en ayant deux exigences, d'une certaine manière, quand la sollicitation m'a été faite. Je voulais de la sincérité et des moyens pour le faire. La sincérité, elle est pleine et entière. On a des dirigeants aujourd'hui, un président, Daniel Ball, un directeur général, Éric Petitgrand, qui, sur les enjeux ESG, sont convaincus que sont alignés. Donc, ça veut dire, le premier bilan, c'est ça suit. Ça suit, y compris dans le groupe. On est en train de développer les premiers développements commerciaux pour accompagner nos clients, par exemple, dans le remplacement de leurs moyens de chauffage, dont on sait que c'est un élément de carbonation extrêmement important. On accompagne les entreprises avec des prêts à impact, des prêts transition. Donc, on est en train de mettre tout cela en place. On a formé tous nos conseillers entreprises du réseau. On a sensibilisé tous les collaborateurs du groupe, ou quasiment tous les collaborateurs du groupe, à ces enjeux-là. Donc, le premier bilan, c'est qu'il y a cette volonté et on a fait les premiers pas. Mais on sait que quand on est un groupe comme le nôtre, dont l'empreinte carbone, avec une vraie ambition, c'est de réduire de 20% notre empreinte carbone au bilan d'ici 2027. Notre empreinte carbone, c'est quoi? C'est le transport, l'immobilier résidentiel et commercial, l'agriculture. Donc c'est la banque du quotidien, en fait. C'est la banque des citoyens normaux et des entreprises classiques, normales. Et donc ça veut dire qu'il faut accompagner les transformations du quotidien. C'est beaucoup plus difficile que de couper de façon assez drastique dans tel ou tel financement parce qu'il ne serait pas vertueux. Ça, on le fait, il n'y a pas de problème, mais ça représente une faible part de notre décarbonation. Donc la volonté, elle est là, la sincérité, elle est là, les moyens, ils sont au rendez-vous? Aujourd'hui, moi, il y a une équipe de quasiment 50 personnes pour faire ce travail-là, à la fois des experts sectoriels, des experts sur l'énergie, sur l'immobilier, sur le transport, sur l'agriculture, sur la biodiversité, sur les ressources naturelles, sur le social. On a des experts sur un pôle de pilotage de la data. Tous les enjeux de la donnée sont essentiels. Si on veut décarboner, si on veut accompagner nos clients, il faut connaître d'où on part. Et donc, il y a un enjeu de connaissance, de collecte de la donnée, de l'organisation de la donnée, et puis d'implémentation dans les systèmes de la banque, les systèmes de IT, de tous ces enjeux ESG, c'est-à-dire à quel moment on saisit le DPE quand on fait une instruction de crédit, etc., etc. Donc, on a toute une équipe là-dessus, et puis on a une équipe sur le déploiement, c'est-à-dire comment on accompagne les métiers en termes de formation, d'animation. On a 80 référents ESG dans toutes les entités du groupe qui sont très très proches ou membres des CODIR, des comités de direction de ces entités. On est aussi très investi sur les enjeux de reporting réglementaire. C'est quand on parle de CSRD, c'est l'actualité. Ça vient d'ailleurs un sacré coup de canif au Parlement européen. Le coût de l'inaction. Sur l'ambition de la CSRD. En venant vous rencontrer, j'ai lu un article qui disait que le coût de l'inaction est beaucoup plus fort que le coût de la conformité ou de la réglementation. C'est-à-dire qu'on fait le choix de la facilité aujourd'hui au détriment du choix du long terme. Et donc, on a des équipes qui travaillent sur ces reportings, des équipes qui travaillent sur des avis, parce que les métiers nous saisissent sur ce qu'on peut financer ou pas. Donc, oui, les moyens sont là, il y a une vraie belle équipe. Et donc, vous servez en fait à piloter, à prendre les bonnes décisions, parce que souvent, quand on est face à ce choix, c'est ce que vous évoquiez, qui peut être presque un choix de changement de modèle économique, par exemple, pour certaines entreprises. Vous êtes là pour aider
la banque assurance a aidé ses clients à faire les bons choix, c'est ça, je comprends bien? Oui, avec une expertise un peu technique. Oui, c'est une expertise qui est à la fois technique, c'est aussi une expertise de sens. En fait, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. C'est-à-dire, moi, j'ai jamais cru à la révolution au grand soir. J'ai cru à la transformation par l'action quotidienne. Et c'est ça que l'Institut sert à faire aujourd'hui dans la banque, en accompagnant les métiers de la banque de réseau, les métiers de l'assurance, en accompagnant les métiers de la banque d'investissement, de l'asset management, de l'equity. C'est-à-dire que tous les métiers sont concernés. Oui, tous les métiers sont concernés. C'est-à-dire que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'accompagner, quand on est une banque, d'accompagner les grandes transformations. Et donc d'accompagner nos clients au quotidien. Donc de les convaincre, de les connaître, de les convaincre d'aller vers ces transformations, de leur financer. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ESG, c'est pas une contrainte supplémentaire. C'est une réalité. Tout le monde sait que le réchauffement climatique n'est pas une opinion, c'est une science, c'est la science qui nous le dit, c'est une réalité, ça s'impose à nous. Même s'il y a un courant de pensée qui nous affirme le contraire. Mais dont on sait qu'ils sont adverses à toutes les questions scientifiques et qui ne sont pas dans la vérité, pour le coup. Mais c'est aussi un élément de business pour une banque et une assurance. C'est-à-dire que moi, de plus en plus de clients nous saisissent en disant, mais quand je fais tel placement, est-ce que c'est utile qu'est-ce que vous faites sur la transformation, par exemple, du parc de véhicules de telle ou telle entreprise, comment vous pouvez nous accompagner, etc. Donc, les entreprises comme les clients particuliers sont de plus en plus conscients de ces transformations à opérer. Par contre, ils attendent de la banque qu'elle puisse les accompagner correctement. Alors, je voudrais qu'on fasse le lien entre cet institut que vous dirigez et le dividende sociétal qui a été créé en janvier 2023 par le Crédit Mutuel Alliance Fédérale. 15% de son résultat net consacré au financement de projets qui permet de lutter contre le réchauffement climatique et contre les inégalités sociales. Ça se rejoint forcément. Est-ce que l'Institut mutualiste pour l'environnement et la solidarité existe parce qu'il y a eu le dividende sociétal, d'une certaine façon ? L'Institut mutualiste pour l'environnement et la solidarité, qui est la direction ESG du groupe, elle existe parce qu'il y avait besoin de deux outils pour faire face à la volonté très forte du groupe de remplir sa mission, qui est aussi d'avoir un impact positif sur la société en termes d'environnement et d'égalité. Il y avait un outil de transformation des métiers, un enjeu de transformation des métiers, c'est l'Institut. Puis il y a un enjeu aussi de répartir de sa valeur différemment, de redonner à la société une partie de la valeur créée. Et c'est le principe une idée de 15% du résultat qu'on redistribue. C'est 15% du résultat chaque année qui est redistribué à vocation, sur des projets à vocation environnementaux et sociaux. C'est une idée de génie. Je le dis, et je le dis d'autant plus que je n'étais pas dans le groupe au moment quand la décision a été prise. À l'époque, c'était Nicolas Terry et Daniel Ball qui était président et Daniel Ball qui était des directeurs généraux. C'est ça. Et je l'avais d'ailleurs été invité à commenter comme secrétaire général de la CFDT cette idée. Je l'avais trouvé ça vraiment comme une idée de génie. C'est à ce moment-là que vous dites, tiens... dans ce que je pourrais faire après la CFDT, non, c'est vrai ? Non, pas du tout. Peut-être à ce moment-là qu'eux se disent que peut-être... mais non, j'avais trouvé ça génial et j'avais trouvé aussi déjà beaucoup de sincérité. Donc ce dividende sociétal, c'est 15% du résultat net, donc entre 500 et 600 millions tous les ans, depuis maintenant 3 ans, qui sont redistribués à 3 directions. C'est énorme. En 3 directions. Le premier, c'est d'accompagner les projets... d'entreprises qui ont un impact sur l'environnement ou sur les solidarités, et notamment qui ont besoin de passer de la phase à une phase de développement. Donc c'est sur la question du traitement des déchets pour en faire des objets, des matériaux de construction, c'est la question du vélic, du transport vélic dans le maritime, c'est la question d'habitat partagé entre des personnes valides et des personnes moins valides. Donc c'est financer ces entreprises sans forcément sans attendre de résultats. C'est ça. Sans attendre de résultats. C'est sans attendre de résultats. C'est le fond du sujet qui nous intéresse. Dans ce fond à impact, c'est le fond du sujet qui nous intéresse et pas l'attente de retour. Voilà, ça c'est la pression. Oui, mais il faut quand même. Moi, je trouve ça super, mais il faut quand même que ces entreprises elles aient une viabilité économique, parce que si leurs solutions sont bonnes pour la planète ou la société, il faut quand même qu'elles soient rentables et qu'elles durent le plus longtemps possible. Vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que Thomas, nous ne sommes pas des doux rêveurs. C'est-à-dire que nous ne faisons pas ça en disant on distribue et puis on voit bien. Il y a instruction des dossiers avec des experts du fonds impact
qui sont en lien avec les experts de l'Institut, pour regarder si ça a une viabilité économique, si ça a une viabilité scientifique en termes de réalisation, etc. Donc, mais en revanche, vous ne mettez pas une pression mais il n'y a pas de pression sur le retour. Il n'y a pas de pression sur le retour. La pression, elle est sur est-ce que ça est conforme aux enjeux de transformation et de transition environnementale, transition juste, et est-ce que c'est viable. Ça, c'est le premier volet du pilier du dividende. Au total, si on a fait le calcul, je vous laisserai aller sur le second volet après, le deuxième volet après, mais on est en 3 ans, on est à quoi? Plus d'1 milliard, entre 1 milliard et 1 milliard et demi. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est beaucoup d'argent. Donc c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. C'est un vrai levier. C'est pas cosmétique, si je puis dire. C'est pas une opération de com. C'est le premier pilier. Le second pilier, c'est des offres en direction de nos clients. Des offres qui ont aussi des impacts sur l'environnement. C'est le prêt à l'installation pour les nouveaux agriculteurs, et notamment quand ils s'engagent dans une agriculture raisonnée. C'est le prêt à taux zéro pour le vélo. Là, c'est récemment la fin du questionnaire de santé pour l'emprunt pour nos clients professionnels qui auront pu à remplir de questionnaires de santé lorsqu'ils se feront un emprunt. Un prêt à la banque, qu'elle soit l'UCIC ou le Crédit Mutuel. Et donc, c'est des offres qui sont l'aide à l'ouverture d'un compte sans adresse pour des femmes victimes de violences en lien avec des associations. C'est-à-dire que c'est tout un tas d'offres comme ça qui sont développées, qui sont des offres qui sont des game changers, excusez-moi cet anglicisme, pour des gens dans des situations concrètes, parce qu'on a des offres préférentielles, soit à taux zéro, soit... Mais ça existait déjà, ça. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous n'y étiez pas, mais il y avait déjà des offres de ce style au Crédit Mutuel. Ça n'avait pas la même puissance. D'accord, donc le fait de créer le dividende social, ça permet je vais vous dire, ça crée de l'impulsion dans les équipes. C'est-à-dire qu'on est, sur ce pilier 2, on est en recherche permanente de la bonne idée pour accompagner nos clients face à ces enjeux de transformation. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est pas vu non plus seulement sous un angle, ça va nous aider à faire des affaires. C'est vu sous l'angle à quelles préoccupations nos clients peuvent être soumis dans leur parcours de vie, dans leur parcours de relation avec la banque. Vous voyez, je parlais, et c'est anecdotique en termes de chiffres, c'est-à-dire le nombre de dossiers pour ces femmes qui sont victimes de violences et qui ne pouvaient pas ouvrir un compte parce qu'elles étaient obligées de donner leur adresse. Mais c'est venu par une association. C'est venu par une association en disant on a un problème. Comment vous pouvez nous aider? Et on a trouvé avec elle le moyen de le faire. Et bien évidemment que vous allez me dire ça va concerner quelques centaines, heureusement. Moi, ça en concernera, je vais vous dire mieux ce sera. Mais n'empêche, c'est ça l'objet. Et ça vient parce qu'à un moment donné, des conseillers, des professionnels, des collègues à nous dans différents métiers nous disent là, on a besoin de le faire. Le questionnaire de santé pour les professionnels, c'est fondamental. Lorsqu'on a été malade, c'est quand même, ça change la vie quand on est obligé de faire un emprunt parce qu'on veut développer tel ou tel aspect de son entreprise. Je parle de professionnels, donc de petites entreprises, de petites entreprises. Ça change la vie dont on sait qu'on va pas avoir cette épée de Damoclès d'avoir un prêt refusé alors qu'on repart justement parfois après avoir subi une maladie ou autre. Donc c'est vraiment une vision d'accompagnement des parcours de nos clients à travers ce pilier 2 du dividende sociétal. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Il y en a un troisième, c'est plutôt quoi, le volet associatif, c'est ça? Le troisième, c'est le volet mécénat. D'accord. Et ce choix du dividende sociétal, il a transformé la fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale. On est passé à 60 millions de budget annuel de cette fondation. C'est devenu l'une des fondations les mieux dotées. C'est sans doute la dotation la mieux dotée de France en termes d'entreprises privées. Et là, c'est l'accompagnement des associations dont on sait qu'elles en ont particulièrement besoin dans cette période. Parce que les subventions publiques sont en train de chuter, parce que je pense qu'on ne pense pas la place du modèle associatif aujourd'hui dans notre démocratie, c'est-à-dire qu'on a un impensé sur ce sujet-là. On pense que quand on accorde une subvention à une association, il faut savoir que ça fait x4 en termes de gains pour la société en général. C'est ce qu'on a travaillé, ce qu'on a renseigné, c'est ça. Et donc, la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, elle accompagne des projets en termes d'environnement, en termes de solidarité, et elle accompagne aussi les associations dans leur structuration. Et là, c'est un puissant levier.
on accompagne des associations partout, des grands réseaux nationaux jusqu'aux associations locales qui ont des projets de biodiversité. Ça veut dire que vous maintenez à flot des associations aujourd'hui qui seraient en péril à cause de la baisse des subventions On maintient à flot, on leur permet de développer de nouveaux projets. Ouais. Je pense à la Croix-Rouge avec des véhicules itinérants pour aller au plus près des enjeux de solidarité dans les territoires ruraux. Je pense à SOS Méditerranée. Je pense au Resto du Cœur. Là, il y avait un appel de Patrice Douret, le président des Restos du Cœur, en septembre 2023. Ben voilà, on vient en support. Ouais. On est capable aussi de développer du soutien quand il y a des événements climatiques difficiles ou des événements, des faits divers difficiles. Je pensais à des camions qui ont été brûlés pour la banque alimentaire dans telle ou telle région. On est capable d'intervenir assez vite. Je pense à Mayotte. Donc, c'est une fondation qui est aujourd'hui dotée d'une dizaine de personnes et qui fait un énorme travail auprès des associations. Quand vous étiez encore secrétaire général de la CFDT, j'ai retrouvé cette citation, on a retrouvé cette citation qui date de 2020. Vous plaidiez pour des états généraux du pouvoir de vivre. Plan de relance qui devra être économique, mais aussi écologique et intégrer de la justice sociale. Finalement, ça résonne avec ce que vous venez de dire. Mais quand vous parlez du pouvoir de vivre, états généraux du pouvoir de vivre, ça nous ramène quelques années en arrière. Mais c'était quoi l'idée ? L'idée, c'est on est tous face à des grands choix internationaux, nationaux. C'est le moment de la COP. On sait bien que c'est très important, ces événements-là. Il y a 10 ans, la COP de Paris, elle a quand même structuré une partie des politiques publiques qui ont été mises en place ensuite contre le réchauffement climatique. On a besoin de ça, mais il ne faut jamais oublier les parcours de vie. Il ne faut jamais oublier que face à une situation assez angoissante, géopolitique, environnementale, économique, parfois politique, en ce moment dans notre pays, tout ça, ça se confronte à la situation personnelle des uns et des autres. C'est un peu l'intime et le monde, vous voyez. Et qu'on a besoin, je crois, quand on veut être un acteur engagé dans la société, on a besoin de se préoccuper de cette capacité à vivre. Ce pouvoir de vivre, c'est pas que le pouvoir d'achat, c'est aussi un petit contre-pied contre le pouvoir d'achat. C'est le pouvoir de pouvoir se réunir pour changer la vie concrètement dans une ville ou dans une commune parce qu'on a envie de le faire. C'est sur la question environnementale, sur la question des inégalités. C'est la question du logement dont on parle pas assez, qui est une vraie problématique aujourd'hui dans notre pays. Et donc, moi, je pense que on a besoin, la puissance publique, elle a besoin de considérer les choses aussi à hauteur de femmes et d'hommes. C'est ce que j'ai appelé le pouvoir de vivre à l'époque. Et c'est là où je suis assez aligné, enfin totalement aligné même avec ce que je plaidais à l'époque, c'est-à-dire que le rôle de la banque, dans son rôle de banque assurance, on reste une banque assurance, elle est aussi en train de se réorienter vers ça, c'est-à-dire une capacité d'accompagner les parcours de vie de façon au plus près des enjeux du monde. Oui. Et donc à hauteur de femmes et à hauteur d'hommes, ça nous ramène à cette question. L'une des traditions de cette émission, c'est que l'invité du grand entretien pose une question à l'un des invités de la semaine suivante. Donc à votre place, la semaine dernière, on avait Paul Watkinson qui est négociateur des COP. On parlait de la COP 21. Il était aux côtés de Laurent Fabius à l'époque pour négocier cet accord de Paris. Voilà sa question. Bonjour Laurent Berger. Je voulais vous poser la question sur quelque chose qui va au-delà de votre expérience et de vos responsabilités actuelles. Comment rendre la transition écologique dont on a tant besoin non seulement acceptable, mais désirable aux citoyens. Il faut réconcilier l'importance, la nécessité de financement, de transformation des investissements, mais il faut également que ça soit un projet que les gens souhaitent, qui veulent réussir. Et c'est ça, je pense, un des défis. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut la désirabilité. Oui, je pense qu'il faut rendre les choses désirables. Je pense qu'il y a deux manières de le faire. C'est la capacité de la puissance publique à fixer un cap qui soit très clair et de l'assumer et pas de faire des retours en arrière. Vous voyez, quand on est un citoyen, même si un peu averti, parce qu'il faut être un peu averti pour s'occuper de ces sujets-là, et qu'on voit la CSRD un coup dans le zig, un coup dans le zag, des stop and go en permanence, ça ne marche pas. Quand on voit la prime rénov avec les épisodes qu'on a connus cet été, ça ne marche pas parce qu'on n'est pas dans une logique de projection dans le long terme. C'est-à-dire que la puissance publique, si on veut réconcilier, il faut qu'elle donne des perspectives un peu utopiques du monde que nous allons construire, parce qu'on est contraint de le faire, mais aussi parce que ça peut apporter une autre façon de produire, de vivre. Donc, je pense qu'il y a cet enjeu-là, c'est le premier volet, de donner de la perspective, de donner un cap. Le deuxième, c'est de renvoyer de la responsabilité. C'est que je crois que cette transition environnementale, on en est tous responsables d'une certaine manière, et que
on méprise trop souvent les projets locaux qui sont menés. Vous voyez, je vais vous donner un exemple qui va peut-être vous faire sourire, mais la semaine dernière, j'étais en déplacement avec la LPO sur un projet que nous finançons avec la Fondation Ligue de protection des oiseaux. Ligue de protection des oiseaux, donc ils travaillent beaucoup sur les enjeux de biodiversité autour d'un projet en Île-de-France de préservation de l'habitat des chouettes. Oui. Vous voyez, eh bien, là, il y avait une agricultrice qui, à un moment donné, a accepté que sur son exploitation, il y ait des nichoirs qui soient installés. Oui. Et elle avait l'impression d'y participer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour embarquer, il faut donner aux gens la possibilité d'y participer. Et il y a tout un tas de choses à faire sur la question environnementale. Alors, évidemment que ça ne suffit pas. C'est-à-dire que, vous savez, c'est l'opposition entre les grandes politiques nationales et les petits gestes. On a besoin des deux, et parfois les petits gestes sont fondamentaux en termes de changement. Oui, mais alors vous parliez du côté ZIG puis ZAG, notamment avec ce qui s'est passé au Parlement européen sur la CSRD, la CS3D aussi, avec ce qu'on appelle l'omnibus. Donc c'est une loi qui revient sur le Green Deal, sur le pacte vert, sauf que ceux qui l'ont voté, ils ont été élus lors des dernières élections européennes. Donc là, on est presque dans des projets de société politiques qui s'opposent. Ah oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Et c'est pour ça que, vous savez, tout est politique. C'est-à-dire que, y compris l'entreprise, a un rôle politique au sens premier du terme, du sens politique. Mais oui, c'est des projets de société. C'est soit on continue d'aller dans le mur. Franchement, on va dans le mur. Les accords de Paris, l'accord de Paris en 2000, il y a 10 ans, prévoyait un réchauffement, d'essayer de limiter le réchauffement à 1,5 degré. On l'a largement dépassé, etc. Et on sait les conséquences que ça a. Et ça a des conséquences, pas simplement sur les grands événements climatiques, malheureusement, que nous voyons trop souvent, ça a des conséquences très concrètes. Les viticulteurs dans le sud-ouest s'interrogent, plus que s'interrogent d'ailleurs, sont en train de faire la mutation de leur modèle parce qu'ils ne pourront pas continuer à faire de la viticulture dans ces conditions. Et c'est vrai dans d'autres entreprises. Dans d'autres secteurs professionnels. Donc, il y a une vision de deux modèles. Je pense qu'il faut affirmer que le modèle à suivre, c'est celui qui a été fixé il y a 10 ans dans à la COP de Paris. J'espère que la COP de Belém va continuer de tracer le sillon. Et après, il faut s'interroger sur la responsabilité des uns et des autres. Et les entreprises, elles ont une responsabilité. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas simplement réagir à la puissance publique en disant elles sont pro-business, pas assez pro-business, etc. Les entreprises ont une responsabilité. Moi, je suis très fier qu'au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, on a décidé de continuer sur les objectifs de NZBA. C'était l'Alliance bancaire internationale sur les objectifs de décarbonation d'un certain nombre de secteurs. Cette alliance bancaire, elle a explosé suite à l'arrivée de Trump, à la sortie des banques américaines, puis ensuite la sortie d'une partie des banques américaines, et puis je me permets de le dire, une partie des banques françaises qui se sont dit si on le fait plus, c'est pas trop grave. Voilà, et nous, on a continué à Vous êtes sur les mêmes objectifs. À suivre ces mêmes objectifs parce qu'on n'a pas le choix. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y aura pas. Quand j'étais syndicaliste, je disais il n'y aura pas d'emploi sur une planète morte, il n'y aura pas de banque sur une planète morte, il n'y aura pas d'assurance sur une planète morte, il n'y aura pas d'activité économique. Et c'est ce défi-là qu'il faut relever, pas en ayant. Oui, mais on revient à la désirabilité tout à l'heure. Si Donald Trump a été élu aux États-Unis, si les listes qui ont voté la remise en cause du pacte vert il y a 2 jours ont été élus, c'est bien parce que ce discours-là que vous portez et qu'on porte aussi dans cette émission, il passe moins bien. Quoi. Il passe moins bien parce qu'on ne sait pas encore le rendre désirable, parce qu'on ne sait pas embarquer. Parce qu'on ne s'est pas embarqué, notamment sur un discours de c'est pas moins, c'est mieux. Ce qu'on va devoir faire, c'est mieux. Quand on voit dans un certain nombre de villes qui ont déjà fait contenu des ambitions en termes de mobilité, c'est pas moins bien, c'est mieux. Quand une entreprise limite son impact en termes de carbone, d'émissions carbone, c'est pas pour produire moins, c'est pour produire différemment. Oui. Donc la question, c'est évidemment l'accompagnement et la finance. Pour ça, est un levier formidable. Donc l'orientation de la finance vers cette transformation, elle est fondamentale. Et évidemment, si on dit aux gens, vous allez en baver, c'est que des emmerdes, que des choses négatives, ça marchera pas. Mais c'est pas que ça.
Ouais. C'est pas que ça. Vous savez, l'autre jour, j'étais dans une autre exploitation agricole et les agriculteurs ils s'étaient engagés dans un projet de biodiversité et tout en continuant leur activité, qui y compris a des impacts. Je veux dire, c'est pas un changement c'est pas tout d'un coup, on passe pas de l'autre côté de la pièce en 2 temps 3 mouvements. Mais ils disaient, c'est très très agréable de réentendre les oiseaux, de pouvoir avoir, parce que l'enjeu de la biodiversité, par exemple, c'est que ça va très vite en fait. Ça revient assez vite si on a les bons gestes. Sur la réchauffement climatique, c'est plus compliqué. Puis on a l'impression que les autres continuent de polluer, etc. Oui, et que nous, ça ne sert à rien de bouger. Mais ce qui est une vue d'esprit, parce que quand on regarde ce qui se passe en Chine, la détermination d'aller vers de la décarbonation, elle est extrêmement déterminée. Donc, il faut continuer à y croire. Il faut continuer à là où on est, à prendre nos responsabilités. Et moi, je suis très fier aujourd'hui de pouvoir dire que dans le monde de la banque et de l'assurance, le groupe auquel j'appartiens, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, il prend ses responsabilités, il fait sa part. Moi, j'aime bien cette expression, il faut prendre sa part. Merci beaucoup, Laurent Berger. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup et Innovation tout de suite.